ABK Radio, l'interview. Bobio Kono, directeur de publication de l'hebdomadaire Kalara, est donc en ligne avec nous. Bonjour Christophe et bienvenue sur les antennes d'ABK Radio. Bonjour et bonjour aux auditeurs de ABK Radio. Bonjour. C'est toujours un immense plaisir de vous retrouver tous les mercredis sur ces antennes. Le plaisir est partagé par nos auditeurs qui me transmettent de vous le faire savoir. Et avec vous, aujourd'hui, nous allons parler de quelques titres qui barrent la une du journal Kalara paru cette semaine, avec justement cette toute grande une qui consacre l'information au directeur général des renseignements, Maxime Ekoeko. Révélation exclusive, il raconte comment ils ont torturé à mort Feu Martinez Zogo. Christophe Bobio Kono. Oui, l'information en réalité est consacrée aux conclusions de l'enquête préliminaire menée en son temps par la commission mixte gendarmerie-police au lendemain de la découverte du corps de Martinez. Vous vous souvenez très bien que le chef de l'État avait mis en place un dispositif spécial pour que l'enquête soit menée dans cette affaire tout à fait particulière. Mais jusqu'à ce jour, les Camerounais ne connaissaient pas les noms des membres du commando qui avaient, qui s'étaient occupés de Martinez Zogo, ces personnes qui avaient procédé à son enlèvement, à sa torture, jusqu'à ce qu'il meure. Donc Kalara a pu entrer en contact avec des informations de première main. Oui. Donc une demi-douzaine de personnes, la demi-douzaine de personnes qui avaient été utilisées par le lieutenant-colonel Danwe, directeur des opérations à la DGRE, et qui sont toutes passées aux aveux complets. Voilà. La nouveauté de cette information-là, c'est que cette enquête-là avait conclu à l'innocence, la non-implication totale du directeur général de la recherche extérieure, monsieur le commissaire divisionnaire Léopold Maxime Ekoeko. Donc c'est une curiosité de voir que, en dépit de cette conclusion que Kalara rappelle dans ses colonnes, le patron de la DGRE a été inculpé lui aussi de complicité de torture. Voilà. Et qu'il séjourne toujours à la prison principale de Yaoundé Ondengui. Donc, d'où la curiosité de Kalara de savoir les éléments qui ont échappé à la police et à la gendarmerie, mais qui auraient permis que le commissaire du gouvernement demande son inculpation et que le juge d'instruction du tribunal militaire puisse décider de cette inculpation-là. Et en passant, il est prévu que M. Maxime Ekoeko soit auditionné par le juge d'instruction demain, parce que depuis une dizaine de jours, c'est une autre révélation de Kalara. Le juge d'instruction du tribunal militaire a décidé de passer la vitesse supérieure et donc tous les suspects importants, tous les inculpés du dossier passent à tour de rôle pour se faire auditionner. Donc nous avons eu confirmation des différents avocats que M. Amougoubelinga a déjà été auditionné, que les membres du commando ont été auditionnés, mais seul le lieutenant-colonel Danwe n'a pas été auditionné parce que son avocat était indisponible, il était en séjour en Europe. Et ce jeudi, comme je l'ai dit, demain, M. Léopold Maxime Ekoeko devrait à son tour passer devant le juge d'instruction. Voilà pour les dernières nouvelles de ce dossier.
Et Christophe Bobiokono, justement, dans la description que vous faites par rapport à la une de cette actualité, vous parlez de Jean-Pierre Amogo Belinga et Justin Danoué qui sont les planificateurs de cet assassinat de Martinez Zogo, de regretter mémoire aujourd'hui, et qu'avec ces nouvelles révélations, ils sont davantage impliqués dans cette macabre manœuvre. Non, on dit que le planificateur, c'est-à-dire celui qui a conçu l'opération oui. et qui l'a fait exécuter, c'est le lieutenant-colonel Justin Danoué. Oui. Il y a une constance par rapport à ça. Ce n'est pas en soi une révélation, puisque dès les premières auditions de cet officier supérieur de la gendarmerie, il avait fait des aveux dans ce sens-là. Mais dans la description du rôle qui est le sien, la commission, l'enquête menée par la commission mixte gendarmerie-police établit qu'il est effectivement le planificateur, c'est lui qui a contacté les différentes personnes qui ont exécuté les basses manœuvres. Voilà. Monsieur Amogo Belinga, pour sa part, apparaît comme une sorte de donneur d'ordre. Voilà. C'est lui qui aurait demandé de faire taire Martinez Zogo, entre guillemets, faire taire Martinez Zogo. Et voilà, l'enquête indique qu'il a financé l'opération et que de toutes les façons, il était en contact très étroit avec M. Justin Danoué dans la période des faits, c'est-à-dire tout juste avant et quelques jours après. Les contacts étaient réguliers et l'enquête dit d'ailleurs que ce sont de vieilles connaissances, M. Justin Danoué et M. Amogo Belinga. Christophe Bobiokono, l'audition de Jean-Pierre Amogo Belinga, vous l'avez mentionné tantôt, s'est déroulée la semaine dernière et il a été entendu pendant environ 9 heures de temps. Est-ce que vous avez pu obtenir des informations sur ce qui se serait passé au cours de ces éditions, sur les déclarations qui en seraient sorties? Nous n'en avons pas parlé dans notre une et nous ne sommes pas à haut niveau du secret de l'information judiciaire, dont nous avons appris comme vous qu'il a été auditionné. Mais voilà, bon, ben, la durée de cette audition elle-même paraît quelque peu insolite. C'est vrai que c'est quelqu'un qui a des ressources physiques importantes, mais le code de procédure pénale prévoit que lorsqu'on est fatigué dans ce genre d'exercice, on peut, au bout de 3 heures, on peut demander une suspension, voilà. Et selon que vous suivez ce dossier de près depuis l'interpellation de ces différents inculpés dans l'affaire de Martinez Zogo, est-ce qu'avec ces différentes auditions auxquelles on assiste depuis la semaine dernière, on peut se dire que l'enquête attend la phase décisive, sa phase décisive? Non, tout ce que le juge d'instruction pose comme action dans le cadre de son travail est important parce qu'il, comment je peux dire ça, il conçoit son travail, il sait vers où il décide des sources à consulter, des lieux à aller voir, voilà, des personnes, des témoins à auditionner, ainsi de suite. C'est lui qui planifie. Donc tout cela est, comment je peux dire ça, est important, mais on peut simplement imaginer que on est à une phase où le juge d'instruction pense qu'il a suffisamment d'éléments pour tirer, comment je peux dire ça, pour faire réellement parler, comment je peux dire ça, les inculpés et voilà, asseoir ou bien de manière à éclairer les zones d'ombre qui pourraient paraître dans son esprit parce que le juge d'instruction a le dossier de l'enquête préliminaire avec lui. Voilà. Mais nous savons que dans les 6 premiers mois de cette information judiciaire, le juge d'instruction ne s'était pas croisé les mains. D'ailleurs, c'est signalé dans l'article de Kalara. Et il aurait profité pour essayer d'investiguer sur, comment je peux dire ça, les dispositions prises par le lieutenant-colonel Danoué, pour obtenir des informations sur la géolocalisation de la victime. Nous sommes informés que d'autres éléments de la DGE ont été inculpés entre-temps par rapport à cela.
Je rappelle à tous les auditeurs qui sont à l'écoute et qui voudraient se procurer le numéro Kalara de cette semaine, de se rendre donc dans les kiosques. Ils pourront trouver l'information sur ces révélations exclusives par rapport à la torture de Martinez Zogo à la page 4 et 5 du journal. Une autre information qui nous intéresse. Si vous permettez, oui, je pense que ce serait bien de signaler que le site du journal www.kalaraebdo.net est tout aussi accessible. Indiqué. Voilà, il est tout aussi accessible. Il sera mis à jour cet après-midi puisque le journal a paru ce matin à Douala. Il sera à la disposition des lecteurs de Yaoundé probablement dans l'après-midi ou au premier heure de demain. Bon à savoir, sensibilisation, un avocat s'insurge contre la dictature de la langue française dans les institutions de la CEMAC. De quoi cette information retourne-t-elle, Christophe Bobiokono? Il s'agit de Maître Abin, qui est un avocat d'affaires bien connu à Douala, qui en 2016 déjà, on peut dire qu'il est celui qui fut à l'origine comment je peux dire ça, de la mise sous les projecteurs de ce qu'il appelle une injustice dans la comment je peux dire ça, dans la comment je peux dire, dans une injustice dans la mise à disposition des citoyens, voilà, des lois et comment je peux dire, des lois OHADA, voilà, des lois OHADA, dans la version anglaise notamment, voilà. Il parle de la dictature du français. Il avait parlé à l'époque de la dictature du français au niveau des actes OHADA, puisque jusqu'à cette période-là, voilà, ces actes OHADA n'avaient pas été traduits en version française, en version anglaise, de sorte que les praticiens du droit et les Camerounais d'expression anglaise dans leur ensemble ne pouvaient pas bien appréhender, ceux qui ne sont pas bilingues et qui ne savent pas lire le français, ne pouvaient pas bien appréhender ces actes-là et ne pouvaient pas donc en faire des outils de travail, ce qui les excluait d'emblée donc de devoir, pour ce qui est des avocats, par exemple, accéder au marché du contentieux des affaires dans la zone OHADA. Donc, il avait tenté d'organiser une conférence de presse en 2016, la conférence de presse qui avait été initialement autorisée par le sous-préfet, avait ensuite été annulée. L'idée avait été récupérée par d'autres personnes et tout. Et cela a donc donné lieu à, j'allais dire, la naissance du mouvement qui a mal géré, a conduit donc à la crise anglophone que nous vivons aujourd'hui. Et depuis cette période-là, Monsieur Maître Abin a ses comptes bancaires qui sont bloqués parce que pendant un moment, il fut suspecté d'être un sécessionniste. Les instructions avaient été données par la police judiciaire pour que ces comptes soient bloqués. Et ces comptes-là ont été, des instructions ont été données pour que ces comptes-là soient débloqués la semaine dernière. Il pourra peut-être vérifier cette semaine-ci, aujourd'hui ou demain, si la mesure prise par le commissaire, par le directeur de la police judiciaire a été exécutée par son banquier. Voilà. Mais Maître Abel, qui reste un homme de principe, a jeté un nouveau pavé dans la mare hier, ce week-end, faisant une autre réflexion pour dire que la situation est plus grave en zone CEMAC. Dans la zone CEMAC, voilà, un certain nombre de textes, voilà, en vigueur, indiquent que toutes les langues officielles en vigueur dans les pays membres de la CEMAC sont des langues officielles de, comment je dis ça, des institutions de la CEMAC. Sauf que dans la Cour commune de justice de N'Djamena, qui abrite la capitale tchadienne, voilà, la langue de travail
c'est le français. La CEMAC elle-même considère que la langue de travail, c'est le français. Donc cet avocat-là s'insurge contre cette situation-là parce que justement, les textes en vigueur n'ont pas été traduits en les différentes langues. Les trois autres langues officielles de la zone CEMAC, que sont l'anglais, l'espagnol et... comment je vais dire ça? Le français. L'anglais, non pas le français, et l'arabe. Et l'arabe et tout n'ont pas été... ne sont pas considérés autant que le français. Donc, il a jeté ce pavé dans la main là, et Kalara a pensé que c'était une réflexion importante pour mettre à la disposition du public et surtout des autorités du pays pour qu'elles puissent anticiper et éviter à notre pays de nouveaux, comment je dis ça, de nouveaux tiraillements, voilà, de nouveaux tiraillements sur cette question-là, qui fait que les citoyens qui ne sont pas d'expression anglaise se retrouvent, j'allais dire, lésés, voilà, dans leur appréhension du cadre légal, du corpus des textes qui gouvernent la CEMAC, et que tout soit mis, comment je dis ça, les dispositions soient prises pour que tous les textes qui existent dans cet espace-là soient traduits en arabe, en espagnol et en anglais aussi, comme c'est le cas pour le français. Nous restons avec l'hebdomadaire Kalara. À sa page 10, justement, vous nous proposez un article sur 2 médecins aux portes de la prison pour une affaire de faux documents. Là, nous nous trouvons dans la capitale politique, Yaoundé. Oui, il s'agit d'une affaire introduite par un militaire du pays qui a vu sa carrière être perturbée, fortement perturbée, et son foyer volé en éclats. Parce que des médecins, dans le cadre d'un contentieux familial, ont, comment je peux dire ça, signé des documents, voilà, des documents qui sont entachés de faux, après enquête. Voilà, vous savez que quand un certificat médical est signé par un médecin, tant qu'il n'est pas inscrit en faux, voilà, il est considéré comme comment je vais dire ça, son contenu est considéré comme étant établi et il peut en découler, si par exemple des procédures judiciaires sont engagées contre une personne par rapport à des documents comme ceux-là, voilà, il peut en découler des condamnations, et ce fut le cas donc pour ce militaire du Pire qui a eu la malchance de voir une coalition de 2 médecins, voilà, travaillant séparément, et d'un huissier de justice, voilà, et mettre des documents qui lui ont été préjudiciables. Aujourd'hui, il essaie de faire sanctionner cette situation-là. Il a présenté devant le tribunal et il est soutenu par le procureur de la République qui a requis la semaine dernière que le tribunal condamne fermement ces professionnels-là pour le faux qu'il leur est reproché. Et les 2 médecins en cause, l'un qui passait pour travailler pour le centre hospitalier de l'hôpital général et l'autre, je crois, pour l'hôpital Jameau. Voilà. L'hôpital Jameau. Voilà, ces médecins-là ne comparaissent pas. Donc, c'est un procès à sens unique. On attend que les juges d'instruction décident et communiquent leurs décisions lors de la prochaine audience. Et s'ils venaient à être condamnés, ils seront simplement interpellés, malgré le fait qu'ils ne comparaissent pas? Bien sûr, le fait que la procédure se déroule par défaut pour eux, parce qu'ils ne comparaissent pas, mais c'est à leur risque et péril. Donc, je pense qu'ils auraient intérêt à aller se défendre. Voilà. Ils ne se sentent pas coupables des faits qui sont mis à leur charge. Nous sortons de cet entretien, Christo Bobiokono, avec un mot sur l'affaire Emmanuel Lebou, ministère public. Nous avons entendu parler de nouvelles auditions. Vous savez, avec vous, désormais, on prend les informations avec beaucoup de pincettes. Et nous avons la confirmation lorsque nous sommes en face de vous. Affaire Emmanuel Lebou, ministère public. Les auditions ont-elles eu lieu la semaine dernière? Il y avait une audience qui était programmée le 10 août, donc la semaine dernière.
Voilà. Il y avait une audience dans l'une des deux affaires qui concerne cet informaticien-là, qui, à l'époque des faits, ils lui sont reprochés dans l'une et l'autre des deux procédures qui le concernent devant le tribunal criminel spécial, était le chef de la cellule informatique de la direction des dépenses, des personnels de dépension de la direction générale du budget au ministère des Finances. Voilà. Mais l'audience n'a pas eu lieu. L'affaire a été renvoyée simplement parce que l'avocat général qui représente le ministère public dans cette affaire-là est en congé. Vous savez, nous sommes en période de congé judiciaire, donc l'activité est un peu au ralenti. Donc il n'y a pas eu évolution dans ce dossier-là, ça a été une audience de renvoi. Donc pas d'audition la semaine dernière, mais l'affaire était bel et bien programmée. Christophe Bobiokono, merci de votre disponibilité encore ce matin. Bonne journée à vous. Merci, bonne journée à vos fidèles auditeurs. Je m'excuse pour la forme. Vous avez vu que je suis un peu hésitant, donc oui, vous êtes un peu pas la grande forme. Voilà, c'est pas la grande forme. Vous avez rendez-vous avec votre médecin aujourd'hui encore? Oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Beaucoup de courage à vous et surtout prompt rétablissement, Christophe Bobiokono. Merci beaucoup, que Dieu vous entende. ABK Radio. De lundi à vendredi dès 7h. Retrouvez dans le 7-10, 7-10h. ABK Matin, premier sur le matin. Les invités consultants de classe exceptionnels.